J'ai le plaisir d'accueillir Abderrahmane Khaïfa, chargé d'analyse stratégique chez Advaes, Jean-Marc Briand, président de Blue Kangoo, et Baptiste Diff, directeur général d'Ekio. Abderrahmane, Jean-Marc, Baptiste, bonjour. Alors, ce webinaire va se composer de plusieurs temps forts. Moi, je vais avoir toujours à la manette un petit peu, je suis le timekeeper. Mais je vais aussi introduire un petit peu. Moi-même, je suis donc présidente fondatrice d'Advaes, Emmanuel Olivier Paul, et je vais aussi peut-être recadrer pourquoi on organise ce webinaire. Donc, on va ouvrir avec quelques résultats clés de notre étude sur les logiciels RSE, de reporting RSE, ESG, de bilan carbone et d'évaluation d'impact. Ensuite, il y aura une table ronde avec Jean-Marc et Baptiste, et puis on essaiera d'avoir un petit moment de questions-réponses à la fin, si le temps nous le permet. Nous avons jusqu'à 12h45. Normalement, le timing tient, et on devrait, je l'espère, avoir un petit moment avec vous pour partager des questions et des réponses. Alors, je suis aussi à la manette pour accepter les nouveaux arrivés. Donc, je vais continuer. Donc, déjà, pourquoi ce webinaire? On est convaincu que nous, chez Advaes, bien sûr, c'est notre cœur d'activité, que la market intelligence peut aider à résoudre une équation complexe aujourd'hui, qui est celle qui est la finance d'un côté, l'innovation dans le numérique, s'entend les tendances de marché et ses enjeux de durabilité et de ESG. Et nous, qu'est-ce qu'on fait chez Advaes? Eh bien, nous proposons effectivement, nous délivrons des données, des informations, nous recommandons sur des actions, nous donnons aussi des avis critiques, nous communiquons sur les progrès des acteurs de la tech à travers un certain nombre, j'allais dire, d'outils, si l'on peut dire aussi de notre côté, des bases de données, des baromètres, des observatoires, des classements, des notations, évaluations et des benchmarks, comme notre dernière étude, ce que je viens d'évoquer sur les logiciels RSE, ESG. Et on tire parti, notamment pour cette étude, mais pour d'autres de nos analyses et des conseils éclairés qu'on fournit à nos clients, d'une base de données qui recense plus de 20 000 données aujourd'hui sur les indicateurs ESG plutôt environnementaux, mais aussi premiers sociétaux, sur plus de 150 prestataires de l'IT et du numérique. Et on suit en fait en temps réel pratiquement, quand je dis en temps réel, il y a une veille vraiment quotidienne sur ces indicateurs environnementaux et sociaux. Donc ça nous permet bien entendu ensuite d'aller creuser à travers un certain nombre d'études, et notamment cette étude benchmark des logiciels RSE ESG. Donc, j'ai passé la main à Abderrahmane pour donner quelques éléments clés qui, après, nous permettent d'ouvrir sur la table ronde et pour revenir sur des sujets un peu plus après opérationnels, à l'appui de retours d'expérience de clients aussi, que vont délivrer Jean-Marc et Baptiste. Vous aurez ces éléments-là, vous seront communiqués. Donc là, il y a le QR code. Cette étude est accessible effectivement en ligne. Il y a 111 pages. On a donc 111 prestataires qu'on a analysés, éditeurs de logiciels. On a plus que ça. Hein. Donc c'est un concours de circonstances, j'allais dire. Nous, on est arrêté à ce chiffre-là. On a eu toute une méthodologie, un peu la méthodologie de l'entonnoir. Je ne vais pas la détailler ici, on n'aura pas le temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a obtenu un certain nombre d'informations qui nous permettent de donner, en fait, et de cadrer ce marché où il en est, et de pouvoir benchmarker, en fait, à travers une grille d'évaluation qui est assez serrée, qu'on a donc, je dirais, soumis à un certain nombre d'acteurs. Et d'ailleurs, Ekio et Blue Kangoo ont accepté de jouer le jeu, de répondre à cette grille d'évaluation, à être mis sur le gris, c'est le cas de le dire, et donc de publier ce rapport d'évaluation écrit par nos soins dans le cadre de ce rapport donc, que nous avons sorti à la fin mai 2025. Abderrahmane, si tu veux rappeler peut-être quelques éléments clés, alors je vais passer la main à Abderrahmane sur les données d'études. Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour restituer, on va quand même partir du panorama des éditeurs que nous avons analysés. Donc, comme l'a bien précisé Emmanuel, nous avons analysé 111 éditeurs dans le cadre de cette étude. Et les résultats clés, comme on peut le voir, premièrement, on peut commencer par un chiffre qui est 44% des éditeurs qui ont été créés depuis moins de 5 ans, ce qui confirme une dynamique qui est récente, stimulée par les nouveaux enjeux de durabilité, mais aussi réglementaires et d'évaluation d'impact environnemental. Si on passe à la présence géographique, donc on remarque que 62% des éditeurs sont d'origine française, ce qui confirme une existence d'un écosystème national qui est actif.
Si on entre dans les détails, on voit que malgré une concentration qui est forte en Île-de-France, on voit qu'il y a une décentralisation avec 42% des éditeurs qui sont basés hors Île-de-France, comme on peut le voir aujourd'hui avec la présence de Lukongo qui vient de la région Ille-et-Vilaine. Aussi, par rapport à la présence internationale, on voit que 71% des éditeurs ils sont présents dans 3 pays ou plus, ce qui montre une volonté claire d'expansion dans un marché qui est de plus en plus compétitif, surtout sur le niveau européen. Si on voit aussi sur la structure économique, on peut voir que 66% des éditeurs ont un chiffre d'affaires qui est inférieur à 5 millions d'euros et aussi 58% emploient moins de 50%. Donc, cela montre qu'il y a un tissu, qui est composé encore de PME, mais cela présente qu'il y a un panorama qui est assez diversifié d'éditeurs aujourd'hui sur le marché. Si on passe à l'évolution du marché, Advice estime aujourd'hui la taille du marché à 250 millions d'euros en 2024, avec une projection à 270 millions d'euros en 2025, soit une croissance prévisionnelle de 8%, ce qui est un peu moins par rapport à ce qui était dans la période post-Covid, qui a connu des croissances à 2 chiffres. Et cela est dû principalement aux évolutions, on peut dire, géopolitiques récentes, fin 2024, début 2025. Mais chez Advice, on estime que la croissance à 2 chiffres devrait, dès 2026, reprendre. On peut voir une croissance à 2 chiffres. Alors, pour mieux comprendre la perception des solutions ESG sur le terrain, Advice a interrogé ses comptes C-levels selon plusieurs critères allant de l'évolution de l'expérience jusqu'aux aspects sécuritaires et de conformité. Premier constat, c'est 74% des clients et prescripteurs sont plutôt satisfaits, très satisfaits des solutions ESG aujourd'hui. Avec les notes les plus élevées aujourd'hui, concernent surtout le support technique et la formation et l'accompagnement. En revanche, le ROI reste jugé plus perfectible et apparaît comme un axe d'amélioration. Passons maintenant aux différenciations majeures. Si l'on rentre maintenant dans le comparatif entre acteurs, notre analyse met en lumière des écarts importants entre solutions avec 3 axes de différenciation majeure qui apparaissent aujourd'hui. Premièrement, c'est l'interopérabilité. Il y a certaines solutions qui, on peut dire, s'intègrent plus facilement que d'autres. Et aussi la couverture fonctionnelle qui varie fortement entre les outils, on peut dire d'entrée de gamme avec les plateformes qui sont de plus complètes. Et aussi, troisième point, c'est le niveau d'engagement. Il y a peu d'éditeurs aujourd'hui qui formalisent des engagements contractuels. Avec, on peut dire, 2 grands différenciants majeurs aujourd'hui sur le marché, qui est la verticalisation poussée. Donc, il y a des éditeurs qui vraiment sont spécialisés sur certains secteurs, notamment l'IT, la finance ou la santé, et aussi la capacité à formaliser des garanties sur le SLA, la certification et d'autres aspects. Dernier point, c'est les tendances clés à 2028. Premier, on peut dire, tendance, c'est l'intégration de l'IA et l'automatisation, mais aussi, il faut une double lecture. Il faut aussi, il y a des enjeux de soutenabilité, mais aussi d'impact environnemental, parce que comme on le sait, l'IA aujourd'hui a un impact environnemental qui est assez grandissant. Aussi, à l'extension de la couverture technique, avec de plus en plus de partenariats technologiques des éditeurs qui signent des partenariats techno, et aussi la mise en avant du pilotage opérationnel et de la gouvernance qui est un facteur clé, et aussi la différenciation par l'expérience utilisateur. Dernier point, c'est la consolidation avec une concurrence qui est accrue de plus en plus, et aussi il y a des enjeux de souveraineté, et on peut dire aussi à tout ce qui est réglementation qui va bientôt on attend ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc, je repasse la parole à Emmanuel pour passer à la table ronde avec nos invités. Merci. Oui, merci Abderrahmane. Donc là, c'est très rapide, hein, c'est un petit peu qualitatif. Moi, je vous invite, il y a pas mal de données dans l'étude qui peuvent aussi servir à la stratégie. Si là, je sais que parmi les auditeurs, c'est des profils assez différents. Vous avez aussi des entreprises, des éditeurs de logiciels qui peuvent être complémentaires aux activités de
mais vu la disparité des sources de données et le critère d'interopérabilité, je lis un petit commentaire qui est communiqué dans le chat. Merci Eric. Donc, allez regarder ces données parce que ça peut aussi aider la stratégie, soit du côté vous-même en tant qu'utilisateur potentiel de ces solutions, vous les utilisez déjà, et aussi acteur de cet écosystème-là, que vous soyez vous-même éditeur ou aussi prescripteur, intégrateur de ces solutions. Comme l'a dit Abderrahmane, on voit que ça marchait jeune, en cours de construction. Il est clair que la remise en perspective et le backlash qu'on a aujourd'hui sur les sujets notamment environnementaux et la stabilité, on va dire, réglementaire liée à la CSRD et puis l'arrivée de l'omnibus ne facilite pas la donne. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions qui se posent et que ça a décalé un certain nombre de projets en fait, qui sont associés. Ce qu'on constate néanmoins, et ce matin j'étais en soutenance, c'est que les directions des achats de grands groupes, elles, ne lâchent pas le pied et que quelque part, ça va arriver, ça va ruisseler par d'autres biais, c'est déjà le cas, notamment la direction des achats qui intègre ces dimensions-là dans leur dynamique et qui veulent embarquer leurs parties prenantes et notamment les fournisseurs. Donc, c'est pas anodin. Il y a peut-être que les personas qui sont impliqués dans les projets sont en train de changer ou du moins s'ouvrent à d'autres domaines. Il ne faut pas négliger en fait cette thématique-là et la finance, donc comme on va le voir, puisque ça va être le sujet aussi de cette table ronde, donc sur notre webinaire lié aux enjeux de la donnée et des données, plus largement dans la stratégie RSE et la performance financière des entreprises. Donc, pour cette table ronde et pour débattre, j'ai Jean-Marc et Baptiste. Déjà, dans un premier temps, je vais vous demander de présenter vos missions et vos sociétés respectives. Qui veut démarrer? Jean-Marc? Je veux bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean-Marc Briand, je suis le président et le fondateur de BlueKango, qui est la plateforme logicielle de gestion et de pilotage des processus qualité, HSE et RSE. BlueKango, pour référencer ce que vous disiez tout à l'heure, c'est 170 collaborateurs, c'est 2000 clients dans le monde, qui représentent 2 millions d'utilisateurs. Et nous sommes, par exemple, ça a été évoqué, certifiés ISO 27001. C'est un sujet très important, la sécurité des données, avec une solution qui couvre 100% du périmètre de la RSE. Et d'ailleurs, j'ai placé en tant que président de BlueKango la RSE au centre de notre développement, que ce soit en tant que stratégie interne, je vais y revenir, et aussi pour le développement de notre solution logicielle. Côté logiciel, la RSE et la continuité logique pour nous de tout ce qu'on a fait dans le domaine qualité et HSE depuis 20 ans chez BlueKango. La QHSE constitue, je dirais, une source de données opérationnelles naturelles de la RSE, comme la gestion des déchets et des produits chimiques, comme la gestion de la pollution, comme la gestion d'accidentologie, comme la gestion de l'évaluation des fournisseurs, par exemple. Et la RSE apporte également de nouveaux sujets, comme la chaîne de valeur, comme la double matérialité, comme le bilan carbone, comme la biodiversité, comme l'économie circulaire, comme l'analyse du cycle de vie. Ce sont des choses nouvelles apportées par la RSE. Et la RSE, alors si on parle de nos stratégies internes, la RSE est au cœur de la stratégie interne de BlueKango, puisque nous sommes nous-mêmes engagés dans un système de management RSE selon le référentiel VSME. Nous avons nommé en 2024, en Assemblée générale des associés, un commissaire aux comptes pour nous auditer. Et nous avons d'ailleurs été audités avec succès par ce commissaire aux comptes la semaine dernière. Et nous sommes d'ailleurs une des premières, selon le commissaire aux comptes, une des premières entreprises européennes certifiées RSE VSME. Et notre solution logicielle, d'ailleurs, a été citée comme le point fort de notre système de management, puisqu'on l'utilise bien sûr en interne. On utilise ce qu'on vend à nos clients. Et ça nous a d'ailleurs grandement facilité le travail pour obtenir cette certification VSME. Merci Jean-Marc. Baptiste, de l'autre côté effectivement Ekio, et puis resituer peut-être Ekio aussi dans une constellation.
Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Emmanuel, merci Abderrahmane. Donc pour ma part, je suis Baptiste Diff, directeur général d'Ekio. Ekio, donc on est éditeur de logiciels sur le pilotage de la performance extra-financière, donc de la réalisation de bilan carbone jusqu'à l'élaboration des reporting type CSRD, VSME et le pilotage d'indicateurs ESG. Effectivement, Emmanuel, on est filiale du groupe Constellation, qui est une ESN française de un petit peu plus de 800 collaborateurs et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est également entreprise à mission. Donc, en tant que filiale du groupe, on est également considéré entreprise à mission. Et notre but chez Ekio, finalement, c'est de permettre aux entreprises de mesurer, de structurer, de piloter leurs données ESG avec autant de rigueur que leurs données financières. L'objectif est simple, on aide les dirigeants à prendre des meilleures décisions, à intégrer leur impact, leur résilience dans une performance globale de leur pilotage. Alors, merci à tous les deux de vous être présentés et de présenter surtout l'histoire aussi de vos organisations et le contexte dans lequel elles sont actrices sur ce marché de la RSE. Jean-Marc, si je reviens vers vous, toute stratégie de RSE ne peut aujourd'hui s'affranchir des obligations de conformité réglementaire. Vous avez évoqué, mais aussi Baptiste, notamment la VSME et la CSRD, certes, avec l'omnibus, mais aussi la VSME pour les plus petites organisations, du moins les PME. Selon les organisations, les démarches, les méthodologies ne sont pas nécessairement les mêmes. Quelle démarche adopter entre CSRD, Omnibus, VSME et autres réglementations à impact aujourd'hui? Quels conseils, Jean-Marc, vous donneriez? Oui, alors en effet, le contexte réglementaire fait beaucoup parler. En ce moment, il est même mouvant. Mais je pense que c'est important de rappeler que, avant tout, c'est une belle opportunité pour les entreprises de questionner leur organisation, questionner leurs pratiques et éventuellement même de faire évoluer leur modèle d'affaires. Et que l'on soit concerné justement par la réglementation obligatoire CSRD pour les entreprises de plus de 1000 salariés ou que l'on souhaite participer à une démarche volontaire avec les VSME pour les entreprises de moins de 1000 salariés ou d'ailleurs que l'on doit respecter les critères de développement durable en établissement de santé de la HAS. Il ne s'agit pas uniquement de reporting, mais bien de mettre en place, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais de mettre en place dans nos organisations une démarche RSE structurée et bénéfique pour notre organisation. Et cela passe aujourd'hui par des outils avec un enjeu fort, bien sûr, de collecte de la data, avec le partage et l'exploitation des KPI dans des tableaux de bord de pilotage. Et par exemple, nous avons des grands comptes avec de nombreux sites affiliables. Et aujourd'hui, gérer ça par Excel est quasiment impossible. C'est source d'erreurs et risqué. C'est vrai qu'on avait justement lancé cette étude même l'année dernière sur les logiciels pour cartographier. On avait constaté qu'à un moment donné, il n'était plus possible de continuer à gérer notamment cette masse de données, comme on l'a dit, avec des outils un peu classiques type Excel. Il faut passer à une étape supérieure, notamment que ce soit dans la structuration, mais aussi après dans toute l'automatisation. Baptiste, justement, donc les données ESG sont au cœur de la bonne définition de cette stratégie, la stratégie RSE, de son pilotage et de son exécution. Quelles problématiques majeures relevez-vous chez vos clients de la collecte de ces données, à leur analyse, en passant par leur centralisation et leur intégration? Ça va dépendre, bien entendu, sur les organisations multi-sites, multi-entités. Donc, qu'est-ce que vous remontez? Quelles sont aussi les recommandations qui sont associées, que vous délivrez? Oui, je dirais que la première difficulté, c'est que les données ESG, elles ne sont pas forcément là où on les attend. Nous, on équipe notamment des ETI, des groupes multisites, donc qui font face à des données qui sont éparpillées, qui sont hétérogènes, qui sont potentiellement difficiles à exploiter. Elles sont partout, elles peuvent être dans les factures, elles sont dans les ERP, dans des contrats fournisseurs, dans le SIRH, parfois dans des Excel, voire sur des drives un petit peu isolés du reste du système d'information. Donc finalement, quand on est même sur des ETI et des entreprises multisites, on va avoir une complexité organisationnelle qui va se rajouter à tout ça.
On va retrouver des niveaux de maturité qui sont hétérogènes entre les différentes filiales ou les différents sites et des méthodes qui peuvent être parfois différentes aussi. Donc finalement, à notre sens, il y a 3 gros enjeux qui remontent du terrain. Le premier, c'est de savoir s'adapter à la maturité des organisations. Il y en a, ça va être la première réalisation de bilan carbone, donc la donnée va être peu disponible, peu exploitable, mais il va quand même falloir les accompagner à réaliser ce premier exercice et à cibler finalement les premières actions d'amélioration. Ensuite, localiser, connecter les données ESG au système d'information existant. Le but va être de se dire qu'il y a déjà beaucoup de process, beaucoup de données qui transitent dans le système d'information. Comment est-ce qu'on va aller capter celles qui vont être utiles aussi au pilotage ESG pour automatiser un maximum, standardiser le pilotage extra-financier avec le pilotage financier. À la fin, tout ça, ça a un but, ça va être de donner du sens à toutes ces données. Il faut qu'elles soient utiles à la direction, utiles aux équipes, que ce soit la finance, la RSE, les achats et les équipes opérationnelles. Donc l'enjeu, c'est vraiment comment est-ce qu'on permet un pilotage en structurant les données, structurant les processus pour récupérer ces données, afin de s'aligner avec la stratégie. Alors justement, quand on a préparé le webinaire, vous m'avez mentionné que ces données, et là vous l'évoquez, peuvent nourrir d'autres enjeux stratégiques de l'entreprise, au niveau de la gouvernance, de la gestion du risque, de la performance financière. On a évoqué aussi les achats. On avait aussi évoqué la notion de pilotage combiné, finance, RSE. Est-ce que vous pouvez développer, Baptiste, cette notion? Oui, alors ce qu'on appelle, nous, le pilotage combiné, en fait, c'est une idée simple, c'est que l'extra-financier, ce n'est pas à côté de la stratégie, c'est au cœur de la performance. Un exemple, en tant que dirigeant, lorsque vous prenez des décisions, vous avez l'habitude de regarder les impacts financiers, les impacts opérationnels de cette décision. Donc avec EQ, en fait, l'idée, ça va être pour cette même décision de vous ajouter un prisme supplémentaire et de vous donner les impacts ESG en plus des impacts habituels afin de prendre des décisions éclairées et résilientes. Un exemple, un site qui serait rentable mais à haut risque climatique, c'est un site fragile. Une business unit qui génère du chiffre d'affaires, mais je ne sais pas, dont les fournisseurs posent un problème éthique, un problème carbone, c'est une BU à risque. À l'inverse, si vous avez des actions ESG bien pensées, vous pourrez réduire vos coûts d'assurance, par exemple, améliorer votre image, gagner des appels d'offres, mais aussi et surtout, ça vous permet d'assurer une compétitivité à moyen et à long terme. Aujourd'hui, les entreprises qui pilotent leur sujet ESG, ça va devenir les leaders de leur marché demain. Donc, le pilotage combiné, c'est comment est-ce que je relie mes données d'impact et mes données financières, comment mes KPI ESG, mes tableaux de bord de gestion sont harmonisés afin d'avoir finalement des actions et des arbitrages budgétaires qui soient pris en pleine conscience. Alors ça, justement, Jean-Marc, ça implique, ce type de pilotage, la préparation, on a évoqué le fait que ça impliquait de définir les bons KPI, en fait, ou indicateurs clés de performance, notamment dans des perspectives aussi d'auditabilité et de conformité. C'est un point que vous avez évoqué tout à l'heure lorsque vous avez présenté Blue Kangoo et vos solutions. Quels sont justement ces indicateurs, ces KPI les plus récurrents que vous relevez chez les clients aujourd'hui et ceux qui vont alimenter, nourrir ce pilotage combiné évoqué par Baptiste notamment? Oui, tout à fait, Emmanuel. D'ailleurs, on parle d'audit de durabilité pour la conformité réglementaire CSRD. Mais aussi, il est tout à fait possible de faire un audit de durabilité pour les démarches volontaires. Et je pense notamment à la VSME, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme on l'a fait dans notre démarche RSE interne chez Blue Kangoo. Toutes les données, avec un outil logiciel, toutes les données sont stockées et sécurisées dans le logiciel. Et même les pièces justificatives sont également centralisées dans le logiciel, ce qui va faire gagner un temps précieux à la fois à l'audité et à l'auditeur. Et la plateforme, finalement, devient un point fort de la démarche RSE. Le logiciel permet également aux clients de gagner du temps dans la préparation et dans la rédaction de leur rapport de durabilité grâce au mode collaboratif d'une plateforme et à l'IA, à l'intelligence artificielle. Et je vais y revenir tout à l'heure, on n'a pas parlé de ça, mais ça peut être un outil
formidables à disposition. Et l'intérêt de disposer d'un outil, vous voyez, ça va au-delà juste du strict besoin d'auditabilité. Aujourd'hui, c'est plutôt d'en faire un point fort de la démarche CSRD ou VSME. Et plus que des KPI nécessaires pour les audits, l'intérêt, c'est de suivre un plan d'action stratégique. J'y reviendrai tout à l'heure aussi, c'est demandé par les auditeurs. C'est plus de suivre un plan d'action stratégique de manière collaborative et d'embarquer aussi toutes les parties prenantes, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les sous-traitants. Et pour répondre complètement, Emmanuel, à votre question, en matière de KPI RSE, on retrouve souvent les mêmes grands indicateurs chez nos clients. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre et le pilotage du plan de transition bas carbone pour le bilan carbone, l'indice d'égalité femmes-hommes pour la dimension sociale, la consommation d'énergie et la part d'énergie renouvelable, ou encore l'évaluation des fournisseurs, par exemple. Et ces indicateurs ont un point commun, c'est la nécessité d'une traçabilité solide, d'une méthodologie de calcul qui est standardisée et de pouvoir alimenter facilement les outils de reporting. C'est ce qui permet à la fois de répondre aux exigences d'auditabilité, notamment celle de la CSRD, mais aussi de piloter effectivement la stratégie RSE de l'entreprise. Finalement, le véritable enjeu, c'est de compiler des données fiables et exploitables qui éclairent finalement au fil du temps les prises de décision à court, moyen et long terme. Alors, là, il y a une question, moi je vais en profiter au lieu d'attendre, c'est pas la peine d'attendre peut-être la fin de la session. Là. Est-ce que les outils, et donc c'est pour Baptiste et Jean-Marc, tous les deux, est-ce que les outils de reporting ESG sont accessibles aux ETI? Et quel est le niveau d'intégration avec les normes d'audit des référentiels CSRD ou VSME, assurance limitée ou pas, etc. Alors, bien sûr, sur la CSRD, dans l'état actuel de la connaissance de ce qu'on a, est-ce que vous pouvez répondre en quelques je dirais, une réponse assez courte? Si après, je rappelle, si vous voulez après aller plus loin, Baptiste et Jean-Marc seront à votre disposition. Vous aurez leurs coordonnées qui seront mentionnées dans le message de remerciement. Ah, j'ai même une autre question, donc on va aussi aller. Donc, l'auditabilité, donc est-ce que c'est accessible des outils aux ETI et le niveau d'intégration avec les normes d'audit de référentiel? Et deuxième question, est-ce que ces KPI sont sectorialisés ou existe-t-il des KPI cross-industrie? Donc, peut-être l'un répond à une question et l'autre à l'autre. Je vous laisse, Baptiste, démarrer. Oui, je vais prendre la question d'Eric, du coup, sur la partie KPI sectorialisée. Oui, il y a des KPI qui sont sectorialisés. En fait, il va y avoir deux types de KPI. Comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, il y en a certains qui vont être communs à un petit peu toutes les industries. En général, tout ce qui va être sur la partie climatique, on voit que c'est dans 90% des cas un enjeu chez les clients. Souvent, nous, ce qu'on va chercher à faire avec les clients, c'est rapprocher, de combiner ces enjeux, comme je le disais tout à l'heure. Dire, il y a un enjeu économique, forcément, qui est là, parce que nos clients sont des organisations, sont des entreprises, et un enjeu d'impact. Très souvent, dans 90% des cas, le climat, donc les émissions de carbone, sont un enjeu, et donc on va avoir des KPI assez simples sur les émissions Scope 1, Scope 2, Scope 3, sur la trajectoire de décarbonation, sur le pourcentage d'accomplissement des plans de transformation. Et après, il va y avoir des KPI qui sont beaucoup plus sectoriels, notamment sur la pollution, sur l'eau, sur la biodiversité, en fonction soit des industries dans lesquelles on travaille, soit de la géographie, même des sites de notre entreprise. Je vais peut-être compléter, effectivement, Advales est très spécialisé sur la partie numérique et il y a des KPI aussi qui sont spécifiques au secteur du numérique, qu'on ne va pas retrouver obligatoirement demandés dans la réglementation, mais qui ont un impact sur les indicateurs, on va dire, au mètre. Si on prend par exemple les émissions de gaz à effet de serre, il faut connaître un petit peu sur certaines solutions des indicateurs qui vont y être rattachés. Quand on prend les centres de données, par exemple,
le PUE, Power Usage Effectiveness, le Water Usage Effectiveness aussi sont des indicateurs à demander parce qu'ils vont avoir une incidence sur au moins l'indicateur eau général et l'indicateur aussi général sur l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Jean-Marc, sur la partie l'accessibilité aux ETI des outils et le niveau d'intégration avec les normes d'audit, est-ce que vous avez des éléments que vous pouvez communiquer? Est-ce que vous avez des clients OTI, d'ailleurs, peut-être parmi vous, qui utilisent déjà la solution de Blue Kangoo, ou c'est en cours? Est-ce que vous avez des actions auprès d'eux? Je sais que vous intégrez en direct, vous n'avez pas un modèle, parce qu'après, souvent les éditeurs, il peut y avoir, je dirais, très variés, soit d'intégration, de partenariat avec d'autres éditeurs tiers, soit d'approche directe. Je crois que c'est votre... Nous le faisons par nous-mêmes et nos clients aussi. Notre solution est extrêmement paramétrable. Donc, on leur propose des modèles qui répondent à leur taille, à leur secteur, par exemple la CSRD ou les VSME. Et après, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un besoin d'adaptation très, très fort. Et nos clients peuvent le faire par eux-mêmes. On les forme pour qu'ils puissent adapter la solution à leur spécificité. Et aujourd'hui, j'y reviendrai, je crois, tout à l'heure dans les propos, mais aujourd'hui aussi, on a des IA qui aident nos clients pour adapter la solution. Je sais, Baptiste, un tout petit peu sur la partie OTI, donc les organismes tiers indépendants qui vont être les auditeurs des rapports de durabilité. C'est important évidemment qu'ils puissent avoir un accès à la plateforme, à la fois aux justificatifs, on va dire, à la fois au rapport en lui-même, mais aussi aux justificatifs, aux méthodes de calcul, c'est important. Et l'intégration avec les référentiels CSRD, VSME aussi, et c'est un des gros enjeux initiaux d'ailleurs de la CSRD, ça a été de dire comment est-ce qu'on harmonise un référentiel européen afin qu'on puisse comparer donc, les différentes organisations au secteur d'activité. Donc c'est important effectivement que les solutions puissent proposer ces référentiels et leur intégration avec les différents indicateurs. Excusez-moi, Emmanuel, je m'aperçois, j'avais compris ETI, alors que vous parliez des ETI, des organismes indépendants, c'est ça? Oui, pardon, il fallait nous faire reformuler. Ouais, ok, commissaire aux comptes, parce que finalement, une entreprise peut être auditée par un commissaire aux comptes. Vous savez, le Conseil national des commissaires aux comptes, aujourd'hui, a été agréé par le ministère des Finances pour auditer les entreprises. Et en effet, il peut y avoir des organismes extérieurs, des OTI qui ont une certification COFRAC pour ça, c'est ça, je pense. Et en effet, alors nous, on a cette expérience en interne puisqu'on a subi notre audit la semaine dernière et on a donné accès d'ailleurs pour que l'auditeur prépare son audit, on lui a donné accès 3 semaines à l'avance à l'ensemble de notre outil, à notre rapport de durabilité et à l'ensemble aussi des données collectées dans notre plateforme. Et c'est ce que j'ai dit en introduction, ça a été vraiment un point fort et ça a été noté dans le rapport d'audit. Ça a été un point fort de l'audit. Tout était centralisé, ça a simplifié énormément le travail du commissaire aux comptes. Alors, ce qui est intéressant, c'est le coup, on a fait appel à un commissaire aux comptes. On n'a pas fait appel à une ETI, on a fait voter en assemblée générale par l'ensemble des actionnaires, ça a été voté à l'unanimité. La nomination d'un commissaire aux comptes, ça nous semblait plus factuel, plus réglementaire. Et donc, c'est un commissaire aux comptes qui a audité, au même titre qu'il audite notre rapport financier, il audite notre rapport extra-financier. On voit effectivement ce lien très clairement qu'avec sur cette partie. Et ça sont des choses, vous voyez, donner accès à nos outils pour l'évaluation des auditeurs, c'est des choses qu'on fait depuis 20 ans. Par exemple, dans la santé, on a 60% des hôpitaux en France et ils sont audités par la Haute Autorité de Santé, la HAS. Et donc, les établissements donnent accès à notre outil, à la partie, au module d'évaluation, aux auditeurs de la HAS pour les auditer. Donc, c'est des pratiques classiques chez nous.
On avait posé justement, alors déjà, le lien entre le financier et l'extra-financier, on le voit de plus en plus arriver, et notamment sur cette partie auditabilité, contrôle, etc., que ce soit commissaire aux comptes, voire pour les plus petites organisations, ou les PME, l'expert comptable. Et dans les grilles d'évaluation de notre benchmark, il y avait un point qui était relatif à la capacité de la solution, justement, d'ouvrir des accès à ces tiers qui vont contribuer justement à auditer, valider, regarder la conformité des données qui sont associées sur la partie extra-financière et en faisant le lien avec la partie financière. Alors, je sais qu'il y a d'autres questions, mais on avance, donc peut-être qu'on ne pourra pas toutes les prendre. Je suis désolée, moi je voulais aussi qu'on aborde le sujet des outils parce qu'il a été évoqué. Comme Jean-Marc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plus possible de traiter manuellement toutes les données aujourd'hui qui relèvent de l'extra-financier, de l'ESG, qu'il s'agisse bien de la collecte qui est en amont, de l'analyse jusqu'au pilotage, etc. Donc, cet outillage est vraiment nécessaire, mais à quel moment, donc je posais la question à tous les deux, Jean-Marc et Baptiste, à quel moment la décision vraiment de basculer chez vos clients pour s'outiller s'effectue-t-elle? Parce qu'il y a encore pas mal de manuels, on le voit, on sonde le terrain, donc on le voit. Qu'est-ce qui fait quels sont les facteurs déclencheurs? Et si vous pourriez là, peut-être autour de ceux qui nous écoutent, il y a peut-être des moments où ils voudraient argumenter auprès de leur direction pour dire maintenant j'ai besoin de m'outiller. Qu'est-ce qui fait que ceux qui ont sauté le pas l'ont fait en fait? À quel moment ça a été cette bascule? Alors, je ne sais pas, Baptiste, peut-être démarrer de votre côté, puis après Jean-Marc prendra la suite. Oui, je dirais que sur les déclencheurs à l'outillage, ils vont être de 3 types. En tout cas, c'est ce qu'on voit nous. Il y a eu, et on le voit dans les questions, un petit peu le coup de massue réglementaire de la CSRD. Là, les entreprises se sont dit, OK, il va falloir que je fasse un rapport de durabilité, que je justifie de tout un tas d'éléments, que je pilote mes indicateurs, mes trajectoires. Donc ça a été un vrai facteur. Et même si ce facteur, du coup, avec la VSME, avec l'omnibus, est un petit peu moins présent, ce qu'on voit, c'est que c'est les retours terrain maintenant qui prennent vraiment de la place. On passe trop de temps sur Excel, on n'a pas de traçabilité, c'est impossible d'objectiver notre plan climat. Comment est-ce que je rédige une politique d'achat responsable? C'est typiquement des déclencheurs qu'on trouve chez nos clients. Et à la fin, peut-être que le plus important, le vrai déclencheur, je dirais, c'est quand la direction prend conscience que l'ESG touche directement sa compétitivité. Donc, que ce soit parce qu'il y a de plus en plus d'appels d'offres qui lui demandent de reporter ce qu'ils font par rapport à ces sujets-là, que ce soit ses financeurs ou dans ses recrutements, ou tout simplement pour, comme je le disais tout à l'heure, être compétitif à moyen terme. Et donc là, l'outil devient vraiment un levier stratégique, pas un mal nécessaire, parce qu'il va permettre d'une part de structurer, d'autre part de collecter, d'automatiser, de collaborer sur des organisations plus ou moins complexes et de finalement donner à tout le monde un même référentiel, idéalement basé sur les référentiels habituels de gestion des organisations. Jean-Marc, de votre côté, si vous pouvez peut-être nous éclairer sur les conduites des projets, les facteurs clés de succès. Là, j'ai aussi une question, c'est sur ces facteurs clés de succès, comment on utilise et on intègre les données en fait collectées au quotidien, c'est-à-dire que on les intègre dans les processus, par exemple, les données de facturation, là c'est une question qui est posée aussi. Donc, quels sont les facteurs clés de succès et comment on peut aussi intégrer des process internes un peu plus, je dirais, qui sont spécifiques à chaque entreprise, et notamment dans cette collecte du quotidien. Donc, il y a peut-être 2 éléments, mais peut-être faire un focus aussi sur la question qui est posée sur cette collecte du quotidien. Oui. Alors, pour les facteurs clés de succès, je dirais d'abord, il y a un bon cadrage dès le départ du projet. Ensuite, pour déployer la solution, ce sont des chefs de projet chez l'éditeur qui sont aguerris à la RSE et augmentés aussi par des agents IA. En tout cas, c'est le cas chez nous, qui leur font des préconisations par rapport à ce qui a été fait par BlueKango depuis 20 ans chez ses autres clients.
Comme autre facteur clé de succès, il faut que la solution soit souple pour adapter son paramétrage aux spécificités du client. On a 2000 clients, on n'a pas 2 clients qui ont exactement les mêmes process. En effet, sur certaines parties où il y a du reporting qui est très formalisé, on est sur des modèles qui sont peu modifiés. Mais pour le reste, il y a besoin d'adapter son paramétrage aux spécificités du client. Et là aussi, nous, c'est avec des IA qui proposent des personnalisations du paramétrage en fonction de l'activité spécifique du client. Alors, autre facteur clé de succès, c'est un logiciel agile et évolutif qui permet de suivre les changements réglementaires et normatifs fréquents dans le domaine de la RSE. On le voit bien, vous voyez, la CSRD avait été définie à l'automne 2024, ça a été modifié avec Omnibus en février, et là, on parle d'une nouvelle version à l'automne. Donc, il s'agit que la solution logicielle puisse s'adapter. Hein. Alors, soit via la mise en place de modifications des paramétrages des processus et des collectes de data directement sur la plateforme du client. Et ceci, ça peut se faire à travers l'IA, à travers des IA qui préconisent des changements de paramétrage qui sont liés à ces nouvelles réglementations, mais aussi, en tout cas chez nous, liés à un corpus fiable qui est mis à disposition. Nous, on a une équipe légale qui alimente ce corpus. Et concernant les constats, hein, Emmanuel, les directions sont de plus en plus engagées dans des démarches RSE, mais le niveau de maturité, on le constate, reste encore très variable. Bien sûr, il est de plus en plus important, plus l'entreprise est grosse. Hein. Cependant, on voit que la pression réglementaire accélère forcément les démarches dans les entreprises. Et certaines entreprises sont déjà bien structurées et engagées, et puis d'autres démarrent à peine. Et une plateforme logicielle facilite grandement la collaboration entre les équipes transverses, hein, puisque la RSE concerne tout le monde. C'est le service RSE, le comité RSE, mais aussi le service qualité, HSE, RH, direction financière, direction générale. Et on constate que beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, par rapport à la question que vous évoquiez tout à l'heure, on constate que beaucoup d'entreprises pensent pouvoir démarrer la première année sans solution logicielle. Et pour nous, elles ont tort pour toutes les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. On va arriver à la fin du webinaire, donc on a encore, on ne pourra peut-être pas tout dérouler. D'ailleurs, les questions que j'ai fait à vous poser, c'est un sujet très vaste. J'ai pris au fil d'eau quelques questions, donc c'était intéressant pour que ce soit un peu plus vivant. Là, peut-être très rapidement, c'est oui/non. Une question sur les commissaires aux comptes. Est-ce qu'ils sont-ils habilités à l'audit des flux ESG? Oui, est-ce qu'il existe des labels pour confier en fait à quelque part des commissaires aux comptes certifiés? Est-ce que vous avez entendu ça, vous, de votre côté? Oui, non? Très rapidement. Alors, Emmanuel, je me permets juste, je voulais rebondir sur la question de la collecte des données au quotidien. Alors, Baptiste, si vous voulez, alors, collecte des données au quotidien, et puis après, juste après, vous me donnerez peut-être la réponse à Eric sur la partie des commissaires aux comptes certifiés ou pas. D'accord. Ouais, merci. Parce que du coup, ça me semble être un sujet important, parce qu'effectivement, les organisations, elles ne nous ont pas attendu pour mettre en place des processus pour gérer de la donnée. Le process de facturation est un bon exemple, et il va être intéressant à la fois en input et en output. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup d'informations qui sont présentes dans les factures, et encore plus là avec les projets de facturation électronique. On va avoir tout un tas d'informations. Si je prends une facture EDF, il n'y aura plus besoin de la lire par OCR. Ça sera directement codé dans la facture, le fait qu'on peut récupérer, par exemple, les kilowattheures de tel ou tel site. Donc, c'est important de pouvoir les récupérer et de sortir un petit peu de la vue reporting pour arriver dans des visions monitoring, parce que ça va être ça aussi, notamment sur le carbone, c'est avoir la capacité de réaliser son bilan carbone, de réaliser une empreinte carbone produit, mais aussi de mettre certains flux sous monitoring, mais à la fois aussi, du coup, donc ça c'est plutôt pour les inputs, mais aussi en output, où quand on a réalisé justement nos empreintes carbone produits,
c'est des choses qu'on a réalisées chez des clients, alors que ce soit dans les factures ou même dans les devis qui sont envoyés à leurs propres clients. Comment est-ce que on intègre nativement les émissions de CO2 liées à telle prestation ou tel produit vendu directement sur la facture ou le devis. Donc c'est un point important, toi, Baptiste, dans l'étude, dans le benchmark qu'on a réalisé, il y avait effectivement des évolutions et des innovations avec l'IA évoquée par Jean-Marc, il y avait aussi l'adaptivité et l'agilité par rapport à la réglementation, mais après, apparemment, tous les logiciels qui traitent de sujets réglementaires ou de conformité, ça peut être finance, RH, sont vraiment, donc ça veut, du moins, sont confrontés à la même aux mêmes enjeux, hein, donc les logiciels ESG sont la même mouture, et ça demande aussi aux éditeurs de logiciels d'avoir des capacités en R&D derrière pour pouvoir suivre ces évolutions. Et là, l'intégration, donc c'est-à-dire que dès lors qu'on collecte des données du quotidien, mais au-delà aussi, pas que du quotidien, et cette notion d'intégration avec d'autres outils aussi mis en place dans l'entreprise. Hein. Donc, il n'y a pas que seulement la facture qui arrive, elle peut être processée en entrant, en sortant sur la facture. Dans un autre système, elle va arriver. C'est important d'avoir ces pontages, en fait, et la capacité que l'éditeur de logiciel, en fait, sa solution puisse aussi s'intégrer aux autres outils qui ont été déployés au sein de l'entreprise, dont tout l'enjeu des partenariats technologiques évoqué tout à l'heure Abderrahmane, qui est une vraie tendance forte qu'on voit sur ce marché-là. Juste, on a dépassé le temps, mais là, je pense qu'on peut encore un petit peu, je dirais, si je vois que les personnes sont toujours en ligne, donc elles empiètent un peu peut-être sur leur déjeuner. Donc, question de tous les deux, est-ce que les commissaires aux comptes sont-ils habilités ou est-ce qu'il y en a, il y a des certifications qui commencent à un moment donné à se mettre en place ou des labels et on peut les identifier par ce moyen-là? Sur la partie alors, les commissaires aux comptes, c'est un autre sujet, mais les commissaires aux comptes aujourd'hui, à travers le Conseil national des commissaires aux comptes, passent une certification et ils ont le passeport qu'on appelle via durabilité. Et donc, ils sont tout à fait, nous on l'a vécu par nous-mêmes en interne, ils ont tout à fait les compétences et les qualités et l'expérience à travers les audits financiers pour faire les audits extra-financiers. C'est la première fois depuis longtemps d'ailleurs que les commissaires aux comptes se voient mettre en concurrence avec des personnes qui ne sont pas de l'ordre. Ça a été ouvert, c'est pour ça qu'on appelle ça les OTI, ça a été ouvert à d'autres types d'organisations que les commissaires aux comptes. Et les commissaires aux comptes doivent effectivement passer leur passeport de durabilité. Donc, c'est une formation qui, pour eux, est de 90 heures, je crois, versus autour de 150 pour quelqu'un qui ne serait pas commissaire aux comptes. Parce que les commissaires aux comptes ont cette habitude de leur métier de justifier la donnée, d'analyser des processus, de réaliser leur métier d'auditeur. Mais du coup, c'est la première fois qu'ils sont remis en concurrence finalement par rapport à ça. Ok, alors il y a encore d'autres questions qui vont arriver, je vous les transmettrai, puis on essaiera d'y répondre un petit peu en détail. Ce qui est intéressant par rapport aux commissaires aux comptes, juste pour finir sur ce sujet-là, c'est que la RSE, on l'a évoqué, ça devient capital pour les entreprises. C'est-à-dire que l'extra-financier est aussi important que le financier pour la durabilité de l'entreprise dans le temps. Et donc, un commissaire aux comptes qui faisait un rapport financier est tout à fait capable de produire le pendant qui va être dans le même document, qui est le rapport extra-financier. Ça ne fera plus qu'un tout, rapport financier, extra-financier. Après, effectivement, il y a le lien qu'on a vu entre effectivement financier et extra-financier, sachant que la RSE a des objectifs aussi d'aller après dans l'action, ce qui ne sera pas fourni obligatoirement par le commissaire aux comptes, mais qui va être de la stratégie de l'entreprise. Par expérience de notre entreprise, c'est que l'année prochaine, puisque c'est la première fois que nous on est certifié VSME, l'année prochaine, il va regarder nos plans d'action et nos dynamiques d'amélioration continue et de ce qu'on appelle progression durable dans le temps. Donc, l'année prochaine, il va s'assurer que les axes de travail qu'on a identifiés aujourd'hui, on va dire les data points matériels pour nous,
c'est que les indicateurs liés à ces data points s'améliorent dans le temps. C'est ce qui va auditer la prochaine fois. Donc, on rentre bien dans une dynamique d'amélioration continue et c'est tout l'objet de notre plateforme. Nous, notre métier depuis des années, c'est gérer la dynamique d'amélioration continue pour gérer de façon générale les risques, pas uniquement financiers, mais extra-financiers. Par exemple, l'accidentologie, notre produit, on a plus de 2000 clients, on en a des milliers qui sont capables de vous prouver que l'accidentologie a diminué dans leur entreprise dans le temps par le soutien de notre solution. Et donc, c'est la même chose qu'on va faire pour prouver la progression durable de l'entreprise dans le temps, dans le cadre des audits des commissaires aux comptes. Baptiste, peut-être pour terminer, dernière question pour justement, et ça fait le pendant par rapport à ce que Jean-Marc, pardon, vous venez de dire. Jean-Marc, je suis désolée. La partie, Baptiste, sur le retour sur impact et sur investissement, c'est un sujet qu'on voit de plus en plus apparaître. Mais c'est effectivement cependant un peu entre l'extra-financier et le financier. Vous le voyez aussi chez vos clients, donc il est mentionné. Mais comment, à un moment donné, ces décisions sont prises en compte? Comment elles se révèlent, en fait? Comment ça arrive, quelque part, ce sujet-là? Est-ce que vous pouvez juste, parce qu'on va clôturer, moi, après, je terminerai quand même la session, mais je voudrais que vous finissiez, Baptiste, sur ce point-là, en fait. Comment il s'ébauche chez les clients, cette notion, comment elle s'ébauche? Retour sur impact, retour sur investissement. Solution, certes, mais sur les projets là, ici, on est bien d'accord, on parle de retour sur investissement de la RSE. Oui, il y a plusieurs axes de réponse à cette question. La première, c'est que souvent, et c'est bien le but de sélectionner ces enjeux matériels, donc les enjeux importants par rapport à son contexte, ça va être de rendre explicite des sujets de risque ou d'opportunité pour notre organisation. Quand on rend quelque chose explicite, toute l'organisation va le regarder, et très souvent, le fait de regarder quelque chose, de le mettre sous contrôle, ça va permettre son amélioration. Donc, comme le disait Jean-Marc, quand on va dire « Ok, je veux suivre mon accidentologie », quand on va voir tous les mois, toutes les semaines, je ne sais pas, un indicateur sur l'accidentologie, on va mettre en place des mesures pour l'augmenter. Donc ça, c'est un premier retour d'impact. Sur la partie ROI, ensuite, pareil, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il va y avoir l'utilisation déjà de l'outil qui va être un gain de temps clair pour les clients à plusieurs titres. À la fois, on va dire, sur le fait que ça permet de structurer la démarche, ça permet de collaborer, ça permet de s'intégrer avec le SI, ça permet, sur certains cas, d'avoir des intelligences artificielles qui facilitent aussi. Donc, c'est vraiment un vecteur d'accélération jusqu'à nous, chez nos clients, parfois un gain de temps de x4 ou x5. Et ensuite, il y a aussi des ROI qui sont beaucoup plus business. Donc, un meilleur positionnement dans les appels d'offres, attirer des talents, attirer des investisseurs, et les investisseurs parfois même mettre des coûts du capital favorables lorsqu'on a engagé des démarches ESG. Les primes d'assurance, c'est pareil. Donc très concrètement, quand on va relier ces KPI aux données financières, on peut faire des arbitrages éclairés. Donc là aussi, ça apporte un ROI. Par exemple, est-ce qu'un site carboné, dont je parlais tout à l'heure, mais qui est rentable, mérite encore que j'investisse dedans, que je réalise des CAPEX sur ce site? Quel va être le coût de ma trajectoire de décarbonation? Et est-ce que j'ai intérêt à lancer tel ou tel scénario de ma trajectoire de décarbonation en fonction du coût versus les émissions que ça va me faire éviter? Un autre exemple, ça peut être quand j'ai un fournisseur qui pourrait être, alors je n'ai pas le terme, mais mettons low cost dans ma chaîne de valeur. Est-ce que c'est un bon choix si on prend en compte ses impacts, ce fournisseur-là? Merci à tous les deux, Jean-Marc, Baptiste. Je vais terminer, on a dépassé un peu le temps j'ai intégré les questions au fil de l'eau, donc ça nous a décalé un petit peu au niveau du timing. Je souhaitais terminer juste pour remercier, déjà vous remercier aussi en tant qu'entreprise pour avoir soutenu notre recherche. Il y a aussi 3 autres sociétés, Oxygen IT, Resilio et Happy User, qui sont plutôt sur l'évaluation d'impact de l'IT notamment, mais pas que. Donc, c'est un profil un petit peu différent d'entreprise que les vôtres. D'ailleurs, vous travaillez peut-être avec certaines d'entre elles.
Donc là, la session Q&A en fait est terminée. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'on fait et autres, je vous invite à aller sur le site d'ADAS, mais aussi aller sur les sites d'Ekio et de Blue Kangoo pour regarder leurs solutions. Et bien sûr, vous aurez donc un mail récapitulatif en réponse aux questions qui sont restées en suspens. Merci, bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt autour de la RSE.